Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Pour ce nouveau numéro de rentrée 2023, septembre, nous avons un revenant, Julien Rombaud est là. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Salut Olivier, salut tout le monde, très bien, merci. Il est là exprès pour parler de la Palme d'Or que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a aussi Manu qui est là. Bonjour Manu. Salut Olivier, salut Julien. Salut. Et nous avons aussi Lucien, mais Lucien est en duplex. Lucien duplex du Cora de Serein. Ça change à chaque fois. Salut les gars. Salut Lucien. Nous enregistrons à Bruxelles aujourd'hui. Lucien est resté dans son fief liégeois, mais il sera là pour parler des deux premiers films et puis il nous dira au revoir. Ce soir, nous parlons de Vision de Yann Gozlan. Ensuite, nous parlerons donc de Anatomie d'une chute, vous l'avez compris, de Justine Triet. Et enfin, nous finirons avec le film d'horreur de l'été, Talk to Me, sorti sous le titre La Main. Mais une bonne émission commence toujours par un bon quiz et donc nous faisons appel maintenant à Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Ah, le miracle de cette VF. Donc, un quiz consacré au film de procès, bien sûr. C'était assez évident. Donc, voilà, le premier qui dit « Objection, votre honneur » à la main. Première question. Dans quel film de 1992 Tom Cruise appelle-t-il Jack Nicholson à la barre ? Objection, votre honneur. Des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur, un film de... Mike Nichols, je sais même plus. Non, mais je te donne quand même le point. C'est un film de Rob Reiner qui est adapté d'une Rob pièce Reiner, de... Aaron Sorkin. Ouais, ça je me souviens. Ouais. Un point pour Lucien. Deuxième question. Complétez ma phrase. En 1997, la chaîne Showtime diffuse pour la première fois un remake télé de 12 hommes en colère réalisé par... Objection, votre honneur, par le grand William Friedkin. Très bien, un point pour Manu. Et voilà, nous sommes tous très tristes de la disparition du grand Billy. Troisième question. Quelle affaire ont en commun Georges Méliès, Yves Boisset et Roman Polanski ? Alors là... Les mots ne sont pas choisis au hasard. Quelle affaire ? Ah bah ouais. Objection, votre honneur. L'affaire Dreyfus. Ah, c'est un point partout. Un point pour Bien Julien, sûr. un point pour Manu, un point pour Lucien. Dernière question, pour vous départager donc. Il y a 2 ans, nous consacrions une émission spéciale à la série Small Axe de Steve McQueen, dont le premier épisode se déroulait en grande partie dans un tribunal. Quel en était le titre ? Alors, le titre, c'était le nom du bar. Ouais, en effet. Mangrove. Objection, votre honneur, Objection, Mangrove. votre honneur, Mangrove. Ah non, c'est Manu sur le Oh fil. non, Ouais, si, c'est salaud. c'est lui. C'est un vol, on appelle ça. un vol. Non, objection, votre honneur, non. Donc, Manu, tu as le droit de faire les relances. Allez, on va tout de suite enchaîner avec un extrait du trailer de Vision. Commandant de bord, au courrier depuis 2 ans, c'est bien ça ? Toi, comment tu vas? Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale ? Oui. Left fuel cut off, confirm. Vous récupérez facilement ? C49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle ? Non. Bonjour, restez. Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, elle a tout ravagé, et elle a foutu le camp. Je sais pas comment font les gens. Pour oublier, la plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé. Vision, c'est donc le nouveau long-métrage coécrit et réalisé par Yann Gozlan, cinéaste français dont nous avions plutôt apprécié le précédent effort, Boîte Noire, sorti en 2021, un film qui avait d'ailleurs dépassé le million d'entrées France, ce qui était plutôt une bonne nouvelle, et lui a sans doute permis d'embrayer assez vite sur ce Vision. Et justement d'ailleurs, ces deux films ne dialoguent-ils pas un peu ensemble dans le choix du genre et dans leur décorum, notamment Olivier ? Bah oui, tout à fait Manu, retour à la fois au polar, au thriller et aussi dans le milieu de l'aviation, car Vision met en scène le personnage
personnage d'Estelle, pilote de ligne qui cherche à avoir un enfant avec son mari Guillaume, avec qui elle vit dans une villa sur la Côte d'Azur. Mais un jour, elle recroise Anna, une artiste avec laquelle elle a consumé une histoire passionnelle une dizaine d'années auparavant. Cette rencontre va tout à coup dérégler le quotidien ultra contrôlé d'Estelle. Donc le scénario, je l'ai dit, est coécrit par Yann Gozlan, avec aussi Michel Fessler, Aurélie Valla, Jean-Baptiste Delafont et la participation d'Audrey Diwan, la réalisatrice de l'événement. Estelle est interprétée par Diane Kruger, son mari par Mathieu Kassovitz, Anna par Marta Nieto, qui était vue dans le Madré de Rodrigo Sorogoyen, et notons enfin que la très belle image du film est signée Antoine Sagnier. C'est Manu qui commence sur le film de Yann Gozlan. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Je suis un peu emmerdé de commencer dessus parce que je suis plutôt un fervent défenseur du cinéma de Gozlan depuis ses débuts, que ce soit Captif et surtout le combo, que ce soit Un homme idéal, Burnout et bien sûr Boîte noire dont on avait parlé. Mais Vision m'a un peu laissé de marbre. Pour moi, c'est un film qui me semble un peu arrivé un peu trop tard dans sa filmo. C'est un exercice de style assez virtuose, mais qui sonne un peu comme une redite de choses déjà vues auparavant dans son cinéma, en reprenant notamment certains éléments, des motifs de certains de ses précédents films, l'univers de l'aviation effectivement emprunté à Boîte noire, mais aussi toute la partie de l'enquête où Kruger reconstitue le trajet de son ami au moyen du son, le décorum du littoral qui était à peu près le même que celui d'Un homme idéal, et qui me semble ici beaucoup moins intégré de manière organique au sein de la construction même du récit. Cet aspect désincarné, peut-être pas désincarné, mais plutôt froid du film tient aussi, je pense, à la construction même du récit, qui fait qu'on est face à un personnage qui, d'une certaine manière, est assez passif, et en tout cas qui fait du surplace et qui se découvre au final comme un simple spectateur de sa propre histoire. Donc voilà, c'est peut-être aussi un genre, on est beaucoup moins proche du thriller comme auparavant dans son cinéma, on est plus proche d'un film d'atmosphère en fait, et je suis peut-être assez moins client de ça en fait. Julien ? J'abonde un petit peu avec Manu. C'est un film que, effectivement, plastiquement et visuellement, j'ai trouvé assez magnifique. Après, pour ne pas répéter, j'ai deux problèmes principaux. Le premier, qui est vraiment de l'ordre du cinéma, c'est que j'ai trouvé le scénario parfois inutilement alambiqué et donc confus. Il nous met dans des pistes pour ne pas forcément nous donner les solutions. Enfin, comment dire ça ? Tout simplement, effectivement, tu le dis, il y a des installations à des moments avec des personnages qui reviennent de manière récurrente et qui n'auront aucun aboutissement, accomplissement dans le récit. Elle est régulièrement confrontée à une bande de motards qu'elle voit au loin. Non réconciliés. Ces personnages-là n'ont aucune place en fait dans le récit, à part créer de la tension, du mystère, mais ne sont pas intégrés à la trame du récit. Je pense que c'est ça dont tu parles. Ouais, c'est clair, ça apporte de la confusion. Alors j'ai eu un autre problème qui va peut-être faire un petit peu crisper les copains là, c'est que j'ai trouvé que la vision de cet amour lesbien, alors je sais qu'il est fantasmé, mais je le trouve quand même un poil problématique aujourd'hui avec la question de la représentativité de tout ce qu'on essaie de mettre en place pour que les femmes, les cinéastes aient la parole aussi. Ce couple-là qui est absolument parfait, où rien ne dépasse, où elles sont sublimement gaulées, etc. Alors je répète, c'est le fantasme du réalisateur, mais j'ai vraiment vu la vision éculée et masculine d'un mec sur deux femmes qui pour moi n'est absolument jamais véritable et vraisemblable. Ouais, mais bon, alors là, ça a plus à voir avec des débats de société de représentation que réellement avec le film en tant que tel. Je pense pas que le film porte un propos dessus. Après, c'est ce que je dis, ça sort du cinéma en tant que tel, hein, et c'est plutôt sur effectivement des choix politiques et des choix de représentation actuelle. C'est clair que ça n'a rien à voir avec le film en lui-même. Ça fait partie intégrante de l'écriture, donc ça fait partie du cinéma aussi. Maintenant, je suis très d'accord avec plus ou moins tout ce que vous venez de dire, y compris l'intervention de Julien sur le côté caricatural de la représentation d'une passion lesbienne dans le film. Et je pense que le film est caricatural quasiment sur tous ces aspects. Je pense qu'il est surtout très référencé, c'est pas forcément qu'il est caricatural, c'est un film qui emprunte beaucoup, tu vois, autant un cinéma anglo-saxon qu'on situera du côté d'Hitchcock. Oui, caricatural, ça sonne tout de suite péjoratif, stéréotypé peut-être moins, mais enfin je veux dire, ça fait en effet référence à des figures qui sont extrêmement marquées, et donc voilà. Maintenant je vous rejoins sur plus ou moins tout ce que vous avez dit, sur les qualités formelle du film, plastique principal, peut-être plus même encore que formel, je vais dire, mais je pense que le film pêche vraiment dans son écriture, en effet, avec des scènes parfaitement inutiles, une écriture extrêmement alambiquée qui apporte peut-être le trouble sur le premier tiers du film, et puis à un moment qui tourne rapidement en rond, des dialogues qui sont quand même vraiment très très compliqués, et donc les acteurs sont pas bons, mais en même temps c'est difficile de faire autrement, enfin avec des dialogues aussi je suis pas d'accord, parce qu'il arrive quand même à créer des scènes, par exemple la rencontre à l'aéroport, je la trouve en termes de scénographie, ça fonctionne très bien tout de suite, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Le souci c'est quand tout d'un coup,
par le verbe, entre guillemets, on t'amène par le verbe leur histoire passée, etc. Là, c'est un peu avec des gros sabots, alors que pour le coup, tout le film, même si j'ai beaucoup de réserves sur le film, c'est quand même un film qui avance tout du long que par sa narration visuelle. Non, bien sûr, il y a des très belles scènes. Je disais juste peut-être que la réussite plastique du film est encore plus grande que sa réussite formelle, dans le sens où je pense quand même qu'à certains moments, on a des scènes qui, dans leur mise en scène, sont un peu lourdaudes. J'ai un exemple précis en tête sur un moment où on voit qu'elle appelle un certain nombre de fois son amante, et que, on a vraiment dans la foulée, elle rejette l'appel de son mari. Enfin, ce genre de mise en place fonctionne, mais je ne sais pas si aujourd'hui on peut considérer ça comme une grande manière de cinéma d'amener une problématique entre personnages de cette façon-là. Je rejoins Lucien sur ce qu'il dit. Effectivement, il y a du verbe et les dialogues sont parfois compliqués. C'est pour ça qu'il a, je crois, cette sensation du jeu qui n'est pas toujours bon, quoi. Pour le coup, Diane Kruger, surtout le côté physique, fonctionne très bien. Le côté nerveux, dans la maîtrise permanente, etc., ça colle très bien entre l'actrice et son personnage. En fait, vraiment, sur la physicalité des acteurs, j'y crois régulièrement. C'est vraiment dès qu'il y a du dialogue à sortir, qui est très écrit, là, pour moi, ça marche plus. Ouais, je te rejoins. Diane Kruger, pour moi, elle démérite pas. Je trouve qu'elle tient bien le film, qui tient en effet tout sur ses épaules. Après, je pense que Manu a pointé une bonne chose tout à l'heure, c'est que le personnage est vachement passif. Sans doute que le point de vue adopté pour raconter ce film n'est pas le bon. Au début du film, le film, personnellement, me séduit plutôt. Et puis, mon intérêt s'étiole de manière diffuse, mais irrémédiable. Et je pense que ça a quand même beaucoup à voir avec la mise en scène et l'écriture. Malheureusement, j'ai l'impression que Gozlan, il a du mal à faire fonctionner son truc, à cerner ses enjeux. Par exemple, tout ce qui est autour de la jalousie de Diane Kruger à l'égard de Amira Kazar, ça va quand même précipiter le dernier mouvement du film, et j'y crois pas en fait à cette jalousie. Pour moi, c'est pas assez moteur, et je trouve que aussi tout ce qui est mis en place sur le personnage de Diane Kruger au début, notamment son côté contrôle fric et tout, finalement, narrativement, c'est pas très moteur, ça donne pas grand chose. Il y a pas beaucoup de troubles en fait qui naît de ça, il y a pas beaucoup de pertes de moyens, il y a pas beaucoup de, enfin, ça ne gonfle pas le récit, quoi, ça ne l'amplifie pas. Après, je trouve qu'il y a des choses qui de temps en temps dans la mise en scène fonctionnent. Je trouve notamment que la scène dans la boîte à Tokyo fonctionne plutôt bien, parce que enfin on a un peu ce trouble de double identité, enfin pas de double identité, mais de vertige psychologique qui fonctionne un petit peu, et c'est bien monté, c'est bien rythmé. Il y a quelque chose qui fonctionne au niveau des costumes aussi, enfin voilà, je trouve qu'il y a de temps en temps le film fonctionne, mais après toutes ces espèces de problèmes narratifs font qu'on aboutit à la fin à une espèce de truc complètement what the fuck, complètement capillotracté, avec, c'est vrai, un beau setup. C'est vrai que le film a une belle tenue visuelle, c'est bien là en plus de l'avoir resserré sur peu de personnages, peu de décors, mais à la fin ça achève de précipiter le film quand même dans un truc qui tient absolument pas debout et qui confine quand même un peu au ridicule, quoi. Ridicule, je dirais pas, moi. Après, le souci, c'est que quand je parlais de désincarné, c'est qu'effectivement, en fait, le nœud dramatique qui se tisse entre les personnages, en fait, tu ne le ressens jamais. Le personnage, typiquement, de Mathieu Kassovitz, du mari, devrait être beaucoup plus tragique en fait au final, vu ce que révèle le film à la toute fin. Donc c'est des choses qui ne prennent pas un ancrage dramatique, qui sont juste des motifs et des sortes de pirouettes à la fin de scénario, et je pense que c'est ça qui fait que à un moment tu restes un petit peu sur ta faim et que tu rentres rarement dans le film, à part admirer sa plastique, son travail notamment aussi sur le gigantisme, toute la dimension architecturale aussi de la maison, de la composition des cadres. C'est quelque chose que tu vois assez rarement dans le cinéma français en termes d'une telle tenue, d'une facture technique. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est un film qui arrive beaucoup trop tard dans sa filmo. Pour moi, c'est un film un petit peu d'exercice de style très cinéphile, que j'attendrais plus de la part d'un plus jeune réalisateur que d'un gars qui a déjà enquillé 4 films, quoi. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Merci Oren, et donc du coup voilà, on a grillé notre cartouche Orenishi pour cette émission, et on va parler tout de suite du gros morceau de ce soir, Anatomie d'une chute. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point.
Palme d'or au Festival de Cannes en mai dernier, délivré par le jury présidé par Ruben Östlund. Anatomie d'une chute est le 4e long métrage de fiction de Justine Triet, qui a auparavant réalisé des documentaires. Elle est connue notamment pour La bataille de Solferino en 2013 et Victoria en 2016. Ce nouveau film Anatomie d'une chute est coécrit avec son mari Arthur Harari, auteur-réalisateur lui aussi, dont nous avions ici apprécié le film Onoda il y a 2 ans. En tête d'affiche, on retrouve l'actrice allemande Sandra Hüller, connue pour Toni Erdmann de Marina 2 en 2016, qui était déjà au générique de Sibylle, précédent film de Justine Triet, que nous n'avions pas ici apprécié il y a 4 ans. Le film met aussi en scène les acteurs Swan Arlo, Antoine Reinhardt, Samuel Theiss et surtout le jeune Milo Machado Graner dans le rôle du jeune Daniel. Mais pourquoi surtout ? Enfin, si tout le monde la connaît, raconte-moi un peu l'histoire quand même, assez rapidement au moins. Ok, donc dans un chalet à la montagne, Sandra et Samuel, tous deux écrivains, vivent avec leur fils Daniel, 11 ans. C'était donc ça. Malvoyant depuis un accident survenu lorsqu'il avait 4 ans. Un jour, le corps de Samuel est retrouvé sans vie devant l'habitation après une chute mortelle. Suicide, accident ou meurtre ? Des soupçons se portent sur Sandra, qui se retrouve sur le banc des accusés. Christophe Ondelat sort de ce corps. Faut que t'arrêtes. À noter que ce film, dont le titre varie ostensiblement sur Autopsie d'un meurtre, Anatomy of a Murder, le film d'Otto Preminger en 1959, affiche 150 minutes au compteur, qu'après Victoria et Sibylle, il marque la 3e collaboration entre Justine Triet et le chef opérateur Simon Beaufils. Et enfin, que depuis sa sortie fin août en France, le film est couronné d'un beau succès populaire. Mais qu'en pense-t-on à Transmission, Lucien ? Bah voilà, comme tu l'as évoqué juste plus tôt, c'est vrai qu'on n'appréciait pas trop le cinéma, voire pas du tout le cinéma de Triet avant ça. Moi, je pouvais trouver certaines qualités je les confonds un peu. À Victoria, c'est le 2e ou c'est le dernier ? Oui. C'est Victoria, c'est le 2e. Victoria moi, plus Sibylle. Voilà, je trouvais plus de qualité à Victoria qu'à Sibylle. Ici, moi, j'ai été plutôt conquis, même si j'ai pas mal de réserves sur le film, qui serait peut-être inverse à celle dont on vient de parler plus tôt sur le film de Yann Gozlan. Dans le sens où je pense que les qualités principales du film de Triet, pour moi, se trouvent dans son écriture et dans son interprétation. Là où peut-être la mise en scène ne fait que suivre ces deux choses-là. À de très rares exceptions près, je pense par exemple à un léger jeu sur la lumière au sein de la salle de procès dans laquelle la lumière arrive petit à petit, plus le procès avance. Je pense à un plan, à 2 plans même, qui mettent en scène le jeune Daniel, un panneau gauche-droite très rapide qui suit son regard et qui montre un peu son déchirement entre différentes explications d'une même situation, ou peut-être le seul plan large du film, ou en tout cas le seul plan fondamentalement discursif du film, qui serait celui où on le voit seul, perdu face à l'immensité de l'institution judiciaire, et à quel point tout est fait dans ce genre de mise en scène de la justice pour vous faire sentir aussi petit. Je suis très intéressé par ce que le film a à me dire, je suis très intéressé par la manière dont les acteurs défendent leurs personnages et non leurs prestations, j'aurais envie de dire comme ça, ce qui est peut-être une explication de leur génie dans le film, mais je peux pas m'empêcher d'imaginer sur des films qui font de la parole un acte, ou en tout cas dont l'unique acte est la parole, je vais dire, je peux pas m'empêcher le film il fait très clairement référence, je peux pas m'empêcher d'imaginer Preminger ou Fincher, pour ne citer que ces deux-là, plus virtuoses, avec une mise en scène qui colle peut-être plus à ce que moi j'attends du cinéma, mais c'est très personnel, une mise en scène peut-être plus dynamique, plus discursive, plus tenue, enfin bon voilà, appelons ça comme on veut, là où Triet ne fait que se mettre au service de ses personnages et de ses acteurs. C'est peut-être le souci justement, à part les acteurs effectivement qui sont tous excellent, je pense, à mon sens, en particulier Sandra Hüller ou Swan Arlo. C'est peut-être pour moi la seule chose en fait que je retiens du film. Tant pour moi tout le reste en fait est dénué de toute tension dramatique. C'est un film sans suspense qui avance de manière très attendue. T'as plutôt l'impression pour moi de voir une thèse plutôt qu'un film. Et j'ai surtout un souci avec la construction scénaristique du film et la manière assez caricaturale en fait avec laquelle Triet met en scène tout le travail de la justice, de la police, une sorte de facilité scénaristique pour te permettre de te positionner de manière assez confortable aux côtés de Sandra Hüller, dont tu ne questionnes jamais la culpabilité. Pour moi, il y a vraiment... Pardon, mais tu la questionnes quand même, sa culpabilité, plusieurs fois. Je ne la questionne jamais.
Ouais, moi assez peu aussi, je suis d'accord avec Manu. Le gros souci du film, c'est un notamment film, avec la scène pivot de l'enregistrement qui arrive et mais non, parce que son mari. Parce que justement toute cette scène pivot qui est la scène où tu vois entre guillemets le contre-champ ou la construction sonore, qui est une scène très bien écrite en tant que telle. Qui est bien écrite mais qui est démonstrative. Moi, je vois de la démonstration, je vois de l'écriture scénaristique. Alors heureusement, elle a des acteurs hyper doués qui portent le truc, mais pour moi, je ne questionne jamais sa culpabilité, et pour moi c'est un gros souci parce qu'à aucun moment il y a de malaise, il y a de tension, ou à un moment ça viendrait me questionner en tant que spectateur sur mon point de vue. Là je trouve elle déroule un peu sa thèse sur la justice, sur ce type de faits divers, de crimes qu'on impute à une femme, etc. Et pour moi, même si c'est assez enlevé parce que les acteurs font passer la pilule, je trouve ça en fait démonstratif. Là où moi j'attends que le cinéma me questionne. C'est un film qui ne me questionne jamais, il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes sur des sujets sur lesquels je suis complètement d'accord en termes de société, mais en termes de cinéma, ça me produit assez peu d'effet en fait. Oui, il y a un côté, un brin démonstratif et de thèse, je suis d'accord avec toi. En même temps, comme l'a évoqué Lucien, la machine à broyer, le fait que l'histoire finalement privée devienne une histoire public et que finalement le linge sale se lave devant tout le monde, etc. Comment t'es dépossédé de ton histoire. Je trouve quand même qu'effectivement il y a des choses très intéressantes dans le discours et dans ce que raconte le film. Oui, en fait je suis partagé parce que je suis d'accord avec Manu sur le côté démonstratif, intellectuellement démonstratif, je vais dire, du scénario, même si à nouveau je trouve que ce qu'il m'amène est malin, ça m'intéresse. Je trouve que la manière dont c'est amené c'est un peu démonstratif, et en même temps je suis pas tout à fait d'accord sur le côté. J'ai pas l'impression qu'ils servent un discours tout cuit. Ouais. La scène de fin, on va peut-être pas la spoiler, mais je la trouve relativement ouverte. Ça pose des questions. Enfin voilà, je pense que le film aurait aussi pu s'appeler Anatomie d'un couple, Anatomie de la parole, Anatomie d'un appareil judiciaire, Anatomie de la vérité. Enfin, on aurait pu lui trouver plein de titres différents qui auraient tous eu une lecture intéressante dans le film. Ouais, pour moi, les clés sont assez facilement données. Il y a peu d'ambiguïté sur la chose. Pour moi, ça m'a rappelé un autre succès français de l'année dernière qui était La Nuit du 12 et qui pour moi, alors l'avantage peut-être d'Anatomie d'une chute, c'est je pense que c'est jamais verbalisé complètement, c'est plus dans la construction scénaristique de faire de tous les policiers, de la justice, des caricatures d'eux-mêmes, ce qui fait que ça te positionne tout de suite d'un côté de l'échiquier. C'était plus lourd dans le film de Dominique Moll. Dans Dominique Moll, le fait de vraiment d'assener les notions de féminicide, ça faisait que c'était un discours qui était plaqué au-dessus du film au lieu de te le faire ressentir. Et moi, c'est le souci que j'ai là aussi, c'est-à-dire c'est que c'est pas la construction scénaristique du film qui m'amène à me questionner et vraiment me dire est-ce que mon regard est le bon, etc. Dans la manière dont je regarde cette situation, est-ce qu'elle est la bonne? Non, tout est prémâché pour moi. Et je pense qu'une partie du succès, à mon avis, du film repose sur ce côté aussi très très confortable du film, dans le positionnement qu'il impose au spectateur. Avant de peut-être passer la parole à Oli qui n'a pas encore parlé, c'est parce que tu parles de La Nuit du 12 et il y a un truc qui m'a marqué. Il y a dans La Nuit du 12 un chat qui est témoin du meurtre et qui est un peu le seul au fil du film à connaître la vérité. Ici, il y a quand même un personnage de chien qui est un observateur. Et je trouve qu'il y a un travail intéressant sur ce personnage, le chien, c'est littéralement un personnage, parce qu'on peut presque en questionner le parti pris. Enfin, il y a vraiment un truc assez intéressant là-dessus. Pour moi, c'est pas tenu. Le problème, c'est qu'il y a plein de pistes que le film déploie et qui sont rarement tenues. Mais on va peut-être laisser la parole à Olivier sur ça. Notamment l'empoisonnement du chien, qui est un petit peu, que je trouve aussi peu vraisemblable dans la façon dont c'est amené. Mais bon. C'est très peu vraisemblable, mais ça fonctionne. Le côté énigmatique de ce chien rappelle aussi comment la justice d'une certaine manière est subjective aussi et peut jouir de plusieurs vérités, voire ne pas avoir conscience de la sienne propre. Et je pense que le plan de fin rajoute ça, parce qu'en fait moi comme Manu, j'ai jamais de suspicion sur la culpabilité du personnage de Sandra Hüller. Par contre, la fin, elle m'ouvre quand même des questions que j'avais pas au début. Enfin voilà, donc il y a quand même, c'est peut-être un peu moins linéaire que ce que veut bien le dire Manu à mon sens. Manu a dit aussi que c'était très attendu. Dans le sens très attendu, ça pourrait vouloir dire un peu ennuyeux. Moi, je trouve que c'est bien une des qualités du film, c'est que je le trouve pas ennuyeux. Je veux dire, il m'a embarqué et j'y suis resté jusque pendant ces 2h30 quand même. Je pense que ça tient plus par son rythme et son montage. Oui. Et donc voilà, donc il y a quelque chose dans le rythme qui fonctionne, il y a quelque chose dans le montage qui fonctionne.
Maintenant, malheureusement, c'est un peu la seule bonne critique que j'ai à faire à l'égard de ce film. Non, mais là où je suis un peu choqué, c'est que, notamment dans la presse, on entend et on revoit beaucoup ce mot de maîtriser. Et je trouve que c'est pas du tout, alors, un film maîtrisé. Non, pas du tout, non. Je trouve que le film est confus, déjà un peu dans ce qu'il raconte, même si, en effet, le discours sur la machine judiciaire et la quête impossible de vérité reste le truc qui est vraiment prégnant, mais il y a quand même plein d'autres trucs qui sont là, est-ce que c'est l'histoire d'un gamin qui se réconcilie avec sa mère? Est-ce que c'est l'histoire d'un écrivain qui se fait bouffer par sa femme? Et alors il y a aussi d'anciens amants. Est-ce que il y a aussi cette histoire qui ne fonctionne absolument pas de love interest entre Swan Arlo et Sandra Hüller, qui est complètement out of the blue dans le film et qui ralentit systématiquement le film. Et donc déjà je trouve que le film est hétérogène au niveau de son discours. Et alors je suis désolé, c'est très personnel et ça ne vaut pas grand-chose comme argument, mais le film est quand même d'une laideur abyssale. Enfin, je veux dire, le film est très laid. Et c'est délirant. Tous les plans intérieurs, je les trouve très très laids. La lumière. Mais il y a même des moments où je me demandais s'ils avaient engagé un pointeur, quoi, parce que vraiment, il y a... Et en plus, donc dans sa mise en scène, admettons, elle veuille faire un film laid. Soit, on s'en fout. Mais après, en images, même dans son découpage, au début, elle fait des espèces de recadrage, de zoom, de changement de définition de la caméra qui sont dans un premier temps du film justifiés puisque ce sont des caméras de surveillance, des caméras des policiers, les caméras des journalistes, etc. Non, et au fur et à mesure du temps, ça commence beaucoup plus tôt. Au fur et à mesure du temps, t'as des recadrages qui sont atroces, t'as des zooms qui sont dégueulasses. Enfin, je suis désolé, mais le film, moi, m'a heurté l'œil vraiment très souvent et ça me sort constamment du film. Dernière chose sur laquelle je trouve que le film est hétérogène, c'est sur les comédiens. Je trouve que les comédiens ne jouent pas dans le même film. Je trouve qu'il y a notamment... Il y en a un qui est vraiment en dehors du film. Wajdi Mouawad, que je trouve très mauvais. Je trouve aussi que l'assistante de Swan Arlo est très mauvaise. Et pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais? Parce que fondamentalement, sans doute, c'est pas des mauvais acteurs, mais je trouve juste que Justine Triet n'a pas réussi à les accorder. Elle n'a pas réussi à les faire jouer comme s'ils jouaient dans le même film. D'ailleurs, il y avait des gens dans la salle. J'avais l'impression d'être de retour post-Tarantino quand les gens riaient quand il y avait un truc violent parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Mais il y avait des moments, des gens riaient et moi je ne voyais absolument pas ce qu'il y avait de drôle, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de dissonance. Et dernier truc, la figuration, la gestion de la figure est atroce. Ouais, ça, franchement, on n'y croit pas une seconde. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, moi, me heurtent. Mais tu parles du découpage. Tu la vois qu'elle est complètement embarrassée avec ces deux grands setups, la maison comme le tribunal. Déjà, la topographie de la maison, vas-y pour t'y repérer, c'est une catastrophe, alors qu'il y a quand même des trucs dans le scénario qui sont annoncés, notamment le fait que le gamin le fait que le gamin se repère au scotch. Ce n'est fait que dans les dialogues, c'est jamais représenté par la mise en scène. Il n'y a aucune écriture de visuelle, narrative de ce point de vue-là. Tu parlais de ces plans-là, mais il faut quand même dire ce que c'est. C'est quand même Dédé qui retourne la pause déjeuner et qui shoot dans la caméra régulièrement. T'as vraiment moi, à un moment, je me suis dit, c'est quoi le propos? Alors, c'est pas quand même à ce point-là débile d'essayer d'adopter le point de vue du chien de la manière où, au début, comme ça part dans tous les sens, la découverte du père qui fait de manière heurtée. Sauf que le problème, c'est qu'à part le fait de te rappeler que tu es dans un dispositif et qu'entre guillemets, oui, c'est que de la fiction, c'est que de la construction, mais c'est fait avec les pieds. C'est moche à crever. Ça intervient n'importe comment, il n'y a aucune légitimité à ce type d'affêterie, de coquetterie, de mise en scène dans un film déjà assez laid, quoi. Julien? Non, je suis d'accord sur plusieurs choses qui ont été dites et je voudrais juste revenir dessus parce que j'ai lu une interview où notamment, en fait, elle déclare que ces scènes de découverte d'un corps ont été tellement vues au cinéma qu'effectivement, elle décide d'adopter le point de vue du chien. Ouais, le problème, c'est que quand elle refait les mêmes types de décadrage dégueulasses au tribunal, du point de vue de la cour, du point de vue du point de vue public, donc ça ne tient pas debout. Si, ça, non, je suis pas d'accord. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur la laideur et ce que Olivier a dit sur la maîtrise. Effectivement, je crois qu'il y a un amalgame et que les gens parlent de ce côté clinicien, qui vient aussi du titre, en fait, je crois, de ce côté disséqué, anatomie du couple. Je crois qu'il y a un amalgame entre la maîtrise d'une cinéaste et son côté expérimentation, thésarde. Son côté thésarde et zoom sur le couple. Et moi, c'est notamment, parce que Lucien aussi, on a parlé du titre, c'est notamment ça qui m'a frappé, c'est que le film est... Alors, vous n'aimiez pas Sibylle, moi j'aimais plutôt bien Sibylle et Victoria, et j'aimais la bataille de Solferino qui est beaucoup moins maîtrisée, entre guillemets, dans le sens où justement on l'entend dans ce qui est dit, mais qui était beaucoup plus chaotique, rock'n'roll, etc. J'ai trouvé ici justement que ce côté un peu analytique
gentiment thésarde et gentiment appliquée finalement, me sortait un petit peu de ce qui faisait le sel de son cinéma avant, qui était une profusion, un trop, parfois un peu bordélique, mais justement il y avait de l'émotion. Ici je suis jamais touché en fait par le film. Je trouve qu'il y a des belles choses, j'ai parlé de la scène pivot, tout ça, moi je trouve que comment elle arrive et comment elle repart par le son, mais je suis pas ému par le film, et je te rejoins Olivier sur les acteurs. Je trouve qu'il y a un énorme gap entre Sandra Hüller qui est parfaite et les autres qui pour moi n'ont pas l'air de jouer dans le même film tout simplement. Et moi c'est le Antoine Reinhardt qui m'a frappé là, ce côté volontariste du jeu, etc. Je les trouve un peu malhabiles, quoi. Non, alors je suis 100% d'accord avec vous sur le fait qu'utiliser le terme de maîtrise pour ce type de cinéma-là, fut-il excellent, c'est absurde. Maintenant, je trouve que vous êtes un peu rude en disant qu'il n'y a aucune proposition. Il y a un truc qui est relativement tenu de bout en bout, en tout cas qui est une volonté. Alors, je suis pas persuadé que ce soit hyper porteur, mais c'est une volonté qui est repérable. C'est que le film se veut d'être à chaque fois au point de vue d'un personnage, et il te fait switcher de personnage en personnage en permanence, justement pour te montrer la pluralité de points de vue que tu peux avoir. Il n'y a aucune pluralité pour moi. Et donc tu passes par le personnage du chien, le personnage de l'enfant, le personnage de quasi tous les personnages du film ont à un moment leur plan d'observation sur ce qui se passe. Par rapport au personnage, à l'acteur qui incarne l'avocat de... Antoine Reinhardt, je crois. Antoine Reinhardt, alors là, on ne sait même pas de quoi l'avocat, de quelle partie il est, de partie civile, on ne sait pas exactement, mais bon voilà. Je pense qu'il est dans un code de jeu totalement différent de tous les autres acteurs du film, mais que c'est une volonté évidente, à mon sens. Et c'est ce que je disais justement, pour t'installer confortablement du côté de Sandra Hüller. Oui, le rendre dégueulasse, quoi. Oui, en effet. Et je trouve que pour le coup, là, il y a une véritable notion comique. Je pense que ce personnage a en tout cas une volonté comique. Moi, ça me fait pas... Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec Lucien. Après, c'est quand même fait avec des gros sabots. C'est ça le problème. Et oui, c'est pas forcément dans l'équilibre du film. Et je trouve justement, c'est là, quand je parlais de l'aspect très caricatural de sa thèse et de son point de vue, c'est qu'en fait, voilà, elle construit ce type de personnage-là. C'est le personnage aussi du flic, le premier flic qui interroge le gamin. Oh, ok, dans la vie, ça a sûrement aussi se passer comme ça, mais c'est tellement caricatural quand il parle au gamin, le flic, que tu te dis, ok, bon, et ça ne va être que ça. Mais on est dans un symbolisme. Enfin voilà, la justice est aveugle, le gamin aussi. Qui a la vérité le plus souvent dans le film, c'est le gamin. Enfin bon, voilà, il y a un truc un peu. On n'est pas dans du symbolisme d'une finesse éblouissante. Maintenant, bon voilà, ça a le mérite d'exister, comme on dit. Oui, ça a le mérite d'exister. Ça mérite d'exister après 2 palmes assez imbitables. Mais après, et surtout que je pense que c'est quand même pour moi le meilleur film de Trier que j'ai vu. Ça reste pour moi que c'est pas un très grand film malgré tout, quoi. Non, juste dire merci Transmission, parce que voir Lucien défendre Justine Trier, c'est pas donné à tout le monde. Vous ne me voyez pas d'ailleurs. Ah, ben d'ailleurs, Lucien, on va te dire au revoir puisque tu nous quittes ici. J'en profite pour vous saluer, absolument. Merci beaucoup, Lucien, de ton intervention. Merci à vous. Je me réjouis de vous écouter sur le 3e film quand je l'aurai vu. Allez, ciao. Ciao, merci. Allez, on va enchaîner avec Talk to Me. No, Please. It's my mom's Remembrance Day. I just want to forget about it. Who's up? I'll do it. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. I'm here. Still been seeing stuff. You mean seeing stuff? What if we opened the door but we didn't shut it? Oh my god, they followed us. I like you. They're not gonna stop. They're never gonna stop. they like you. Sorti en 2022 en Australie, Talk to Me est un film horrifique, acheté un peu partout depuis et distribué à l'international par les petits malins Day24 qui ont acheté le film suite à une réception dithyrambique au festival de Sundance.
Les réalisateurs Danny et Michael Philippou sont australiens et se sont fait connaître grâce à leur chaîne YouTube créée en 2013 et nommée Raka Raka. La chaîne propose majoritairement des fictions courtes sur une veine de comédie horrifique. Talk to Me est leur premier long métrage qu'ils réalisent à deux et dont le scénario est signé Danny Philippou et Bill Hinsman. Oui, enfin bon, Talk to Me, ça m'a pas trop fait marrer perso. Hein. Bah oui, pour leur premier long métrage de fiction, les frères Philippou laissent complètement de côté la veine comique pour signer un film qui se veut 100% foutre les pétoches. Mia, 17 ans, est particulièrement mal dans sa peau depuis la mort de sa maman survenue 2 ans auparavant. De ce fait, elle habite la plupart du temps chez sa copine Jade, qui vit avec sa mère et son petit frère Riley. Mais dans ce bled australien, le truc cool dans les soirées, c'est d'entrer en contact avec le monde des morts grâce à une mystérieuse main un peu en plâtre ou je sais pas quoi, qui permet aux âmes errantes de rentrer en possession d'un corps humain pour une poignée de secondes. Tout se complique quand la mère de Mia semble vouloir rentrer en communication avec elle. La mère de Mia qui est morte donc. Le rôle de Mia est tenu par Sophie Wilde et à notre grand bonheur, on retrouve au casting l'actrice australienne Miranda Otto, 20 ans après avoir tenu le rôle d'Éowyn dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Julien, qu'as-tu pensé de ce film ? Bon, je dois avouer que j'y allais sans vraiment savoir trop à quoi m'attendre. C'est pas vraiment le genre de film que je vais voir, mais plutôt une bonne surprise pour moi. Notamment par son entrée, ses premières scènes très immersives. Ça y va, franc du collier, ça y va à fond, c'est très efficace. Est-ce que tu peux décrire vite fait la première scène ? C'est une scène importante parce qu'elle va revenir en plus tard. Enfin, un personnage va revenir plus tard. Oui, on est plongé tout de suite dans une fête australienne. La musique bat son plein et on sent qu'il se passe dans une chambre quelque chose de pas très net. C'est un personnage qui est possédé. Ou en tout cas qui est aux prises avec des démons qui n'ont pas l'air très cool. Et son frère le sort de là pour essayer de l'aider. Et alors que tout le monde fait la fête, boit et essaye de faire l'amour, enfin les fêtes quoi. Non, surtout de le filmer. De le filmer, effectivement, et c'est quelque chose qui est très important dans le film, ce fait de filmer les autres d'ailleurs. Mais effectivement, de le filmer, de s'en marrer, il assassine son frère avant de se planter le couteau avec un très bon bruit lui-même dans sa propre face. Et le tout en plan séquence. Le tout en plan séquence, évidemment, c'est une entrée, c'est un début de film. En tout cas, non, je trouve que, bon, alors il en faut peu pour me faire flipper, mais ça a marché. Je trouve que le film gère ses scènes d'épouvante. Et je trouve surtout qu'en filigrane, il raconte quand même des choses pas si en surface et assez profondes, notamment, enfin profondes, je ne sais pas, mais sur le deuil, sur tout ce qui concerne le deuil vis-à-vis de Mia, c'est le nom du personnage, Mia. Voilà, le manque, la solitude, le rapport qu'elle entretient avec sa mère. Au final, ça a fini par me toucher dans la manière dont c'est amené. Et voilà, je trouve que cette absence, elle est traitée, qu'elle se révèle touchante et que les scènes gore fonctionnent à plein pot. Alors c'est parfois peut-être un petit peu trash, je pense au chien qui lèche la bouche ou surtout je vais pas parler des personnages. Il y a une petite scène de sexe canin quoi. Oui, voilà, il y a la petite scène du sexe canin. Il y a aussi le personnage, je ne dirais pas lequel pour pas spoiler, qui lèche son propre sang alors qu'il se fracasse la tête. Bon, je me dis que ça pousse un petit peu le gore, mais en même temps ça marche dans la salle et je trouve voilà que c'est un film qui pète pas plus haut que son cul si vous me permettez, et qui en tout cas est très efficace et très grâce à son scénario bien ficelé qui se boucle très bien. Je trouve que c'était une bonne découverte pour moi. Ouais, je vais saisir la balle au bon. Je trouve que ce qui est assez bien dans le film, c'est que, c'est un film qui repose sur un concept. Le concept est plutôt bien trouvé. Et alors, les règles sont exposées de manière ultra claire et ultra rapide dès le début et tu les questionnes jamais. Alors que pourtant, en matière de débilité, on va quand même assez haut, quoi. Ce truc de 90 secondes, tu tiens la main 90 secondes, hein. Pas plus. C'est quand même ultra débile, mais pourtant tu l'acceptes parce que t'es dans le début du film, donc voilà, t'acceptes le truc et ça fonctionne à plein. Il y a notamment, c'est plutôt bien vu de la part des frères Philippou de traiter justement ce truc de possession un peu comme une drogue, hein, au début dans les soirées, là c'est un peu le truc excitant à faire, ouais tu l'as fait ou pas, ouais. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal et je trouve surtout que les personnages fonctionnent bien. T'as jamais envie vraiment de leur dire mais t'es trop con, fais pas ça, comme dans 95% des films d'horreur. Et surtout la relation qui unit Mia et Riley, donc le jeune frère qui va se retrouver en danger plus tard, est vraiment
bien croquée, bien mise en scène, bien écrite, et du coup tu ressens aussi cet attachement qui fait que Mia va se culpabiliser du sort qui est réservé à Riley un peu plus tard. Enfin bon, bref, les relations entre les personnages fonctionnent bien, c'est des jeunes auxquels tu crois, la mère aussi tu y crois. Le problème c'est que, le problème... Après, je trouve que le film est un peu avare en scène horrifique quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup pour moi. Je trouve que malheureusement, dans son découpage, il recourt un peu trop systématiquement au gros plan. Je trouve qu'on est un peu trop. Je sens des fois le film un peu cheap aux entournures, alors que c'est con parce que quand ils ont les moyens, sur certaines scènes, ils arrivent vraiment à donner de l'ampleur à leur mise en image, notamment cette ouverture où il y a aussi un plan qui suit justement Riley qui rejoint Mia dans sa chambre après la première scène de possession, qui fonctionne bien, qui pose bien une ambiance et tout. Je trouve qu'ils se débrouillent bien avec leurs mouvements, et pourtant malheureusement il y a un côté un peu étriqué et ça c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, il faut pas non plus bouder trop le bousin, ça fonctionne bien, on en a pour son argent, c'est un concept intelligent mis très bien exposé très vite, donc voilà. Non, c'est effectivement, tu as un très bon high concept horrifique qui est vraiment exploité pour le coup. Moi, la réserve quand même que j'aurais sur le film, parce que c'est quand même un film au final, j'ai vu sans déplaisir, mais dont j'ai gardé assez peu de souvenirs, c'est tout simplement, pour moi, c'est un film qui est un peu le cul entre deux chaises, qui est un peu confus, parce que d'une certaine manière, tu as l'aspect train fantôme, dont vous venez parler, des séances de possession, qui sont un peu un versant du cinéma d'horreur, et de l'autre côté, cette peinture du spleen un peu morbide, adolescent, et je trouve que effectivement ça crée de ce côté-là des personnages attachants, comme le disait Olivier, mais à la fin je trouve qu'il n'arrive pas à le faire fusionner, et pour moi c'est assez patent dans le dernier tiers du film, où tout d'un coup la peinture de ces personnages, la tragédie de ces personnages est en fait délaissée pour refaire une sorte de boucle sur ce high concept et clore le récit de manière quand même extrêmement capillotractée. Tout simplement parce que moi je vais te dire, le souci que j'ai en fait, c'est que d'une certaine manière je trouve qu'en fait le film prend pas forcément la bonne direction au bout de ces deux tiers là, parce que c'est ce personnage là qui donc se retrouve dans le monde des morts, de ce jeune garçon, et il y a tout un build-up sur le fait qu'elle va le tuer ou non. Moi j'ai adoré ça. Et oui, c'est quelque chose qui est installé dès le début, mais le souci c'est qu'en fait révélation, et là je suis obligé, on va devoir spoiler pour pointer les problématiques du film. Spoilers ahead. Elle ne le tue pas, elle se suicide. Sauf que là, par miracle, ce jeune homme sort des enfers, tout va bien pour lui, le père se barre, c'est filmé de manière hyper clipesque, en grand ralenti, etc. Et là, tu te dis, mais ça fonctionne comment ce truc-là ? Pour moi, si tu empruntes tout un aspect mythologique lié à Orphée, de retourner aux enfers, etc., ce qui devrait être le parcours en fait, de ce personnage-là, c'est qu'en fait, à un moment, elle se suicide pour aller le rechercher en enfer et le faire revenir. Ça devrait être ça qui devrait être traité dans cette pulsion morbide qu'a cette gamine depuis le début du film. Ce n'est pas du tout traité, et au final on te refait une sorte de pirouette pour te relancer sur le concept horrifique où j'ai l'impression en fait c'est un peu un film d'étudiant à la fin où on fait tout au ralenti, on avance vers la tunique noire et on reboucle. Et à la limite, reboucle le récit. Teaser déjà le numéro 2 potentiellement. Potentiellement. Et je trouve que là, je me suis dit, merde, tu as essayé de jouer l'équilibre entre le train fantôme et ce côté plus, entre guillemets, métaphysique d'une certaine horreur, et en fait, t'en fais rien à la fin. Et ça me pose problème, parce que pour moi, cette fin ne tient pas debout un seul moment. Et moi, j'ai pas ressenti ça dans le sens où... Mais c'est vrai que maintenant que tu le pointes, je me dis, tiens, c'est vrai que ce garçon sort un petit peu facilement des enfers. Et là, Comment je te rejoins, mais par contre, sur... Là, Comment ça fonctionne ? Je trouvais que c'était une fin de petit malin, effectivement, notamment la façon dont comme tu l'as dit, on pense qu'elle va balancer ce garçon sur la route, et en fait, c'est elle qui se suicide. J'ai quand même été pris par le truc, et la boucle qui se boucle avec elle à la toute fin, les dernières images, ça m'a quand même parlé. Je trouvais que c'était pas mal. Mais qu'elle n'arrive pas à affronter de le tuer, et donc qu'elle fasse ce choix, entre guillemets, de se suicider, oui, mais faisant quelque chose de dramaturgique, parce qu'il n'y a aucune logique installée dans le récit qui fait qu'en se tuant, elle va le libérer de la situation dans laquelle il est. Ça n'a jamais été installé, et je vois pas comment ça pourrait fonctionner dans le film.
Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le pointes, c'est vrai que j'ai trouvé cette fin relativement décevante parce que je me suis fait la réflexion que mais tiens, leur truc ça marche pas vraiment quoi. Si jamais tu vas questionner un peu aux entournures, ouais mais pourquoi ci, pourquoi ça, c'est vrai que ça tient pas la route. Et même physiquement sur le côté de Riley, c'est vrai qu'il passe de l'enfer physique à un jeune garçon revigoré. Mais sur le côté mélancolique dont tu parlais, parce que tu l'as pointé quand j'expliquais le début, j'étais assez positivement surpris par tout le discours autour de tu sais, Always Connected et Always Alone, donc ce côté de performance, d'addiction au frisson, avec tous ces gamins qui passent leur temps à se filmer, qui passent leur temps à se regarder par rapport aux écrans, alors que objectivement des gens vont très mal ou passent des très mauvais moments. Je trouvais que c'était vraiment pas mal amené cette façon de... Ouais, mais c'est très amené, mais c'est pas traité. De déshumaniser la jeunesse. C'est semi-traité, parce que par exemple, cette idée de se filmer, que ça peut être source d'humiliation, c'est le cas, notamment de la scène, je disais, de sexe canin, etc. Le fait, c'est qu'après, on passe dans un montage clipesque où tout s'enchaîne et le personnage qui a été humilié revient au milieu des autres sans que entre guillemets, son humiliation ait été traitée. Et le montage est un petit peu problématique. Il y a ces moments-là où tu sens qu'ils ont ces envies-là, mais ils ne le poussent pas jusqu'au bout. Ils reviennent sur un aspect un peu confortable de ce high concept qui est très chouette pour le coup. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un high concept horrifique. Effectivement, de manière très synthétique, amenée très clairement, et on joue avec dessus. Mais moi, j'ai après des soucis quand, sur ces autres pistes narratives, le film avance qu'à un cas. Tu parlais de cette scène-là avec ce personnage, de la scène de début avec ce frère, qu'on va revoir par la suite. Ça sert à rien, cette scène. Le personnage leur dit... structurellement, ça sert à leur dire... non, ça sert à vous dire... Si. Ouais, c'est vrai que ça relie le bout du scénario, mais qu'est-ce que c'est déceptif. Ouais, non, mais après, ce qui se passe dans le bus est déceptif. Oui. Le personnage, ok, je pouvais rien faire, et à part lui dire, moi aussi, j'ai connu quelqu'un que j'ai perdu. Je trouve le retour de ce personnage-là aucun intérêt. Et en plus, moi, je trouve qu'il y a dans l'entrée en matière du récit, je trouve le film un peu confus dans son entrée en matière. Les 4 premières scènes entretiennent pour moi une certaine confusion dans les relations entre les personnages. Tu as cette scène-là qui se conclut par un mort. Tu enchaînes sur un enterrement dont tu ne connais aucune connexion avec les personnages. Tu pourrais penser que le personnage de Mia serait potentiellement la petite amie d'un des personnages décédés. C'est pas du tout explicité que ça soit sa mère. Non. Et scène suivante, elle ne veut visiblement pas parler à son père, elle reçoit un coup de téléphone et ça enchaîne sur Riley qui dit ça va me chercher. Et donc tu penses que effectivement là aussi la connexion que tu fais entre les personnages n'est pas la bonne. C'est vrai que au début tu cherches un peu, mais franchement tu retombes super vite sur tes pattes, tu comprends très très vite ce qui se passe. Oui, mais je trouve que pour une entrée en matière c'est brinque-ballant. Par exemple, cette scène d'enterrement, elle a une discussion avec une jeune fille que tu ne reverras pas du tout du récit. Tu te dis quel est l'intérêt de cette scène-là, tu vois, c'est typiquement dans cet aspect de relier la scène choc avec cet aspect plutôt mélancolique, se concrétise pas complètement en fait. Ceci dit, si je trouve que c'est notre devoir de transmetteur de pointer les choses et d'analyser, je me trouve un poil dur avec les 2 derniers films quand même. Oui, les 2 derniers films, tu veux dire Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute comme Talk to Me, ouais. Après, le fait qu'on soit un peu difficile à l'égard de Anatomie d'une chute, ça ne sera qu'un paix dans le vent, parce que le film reçoit une critique à 99% dithyrambique. Très bien, merci messieurs. Je propose que nous écoutions maintenant monsieur Harry Callan. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. Alors que mes camarades sont plongés dans les tréfonds de leur cerveau pour essayer de trouver un conseil. Ah non, Julien en a un. Julien, quel est ton conseil? Direct. Je vais parler d'un cinéaste non transmission compatible, encore une fois, c'est aussi mon devoir. Non, je suis même pas sûr. Bon, bref. Je vais parler de Nanni Moretti, qui est justement quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et son dernier film qui s'appelle Il Sol dell'Avenir. Vers un avenir radieux. Vers un avenir radieux en français. Que j'ai trouvé comme un petit peu comme la somme de tout ce qu'il a fait précédemment. Et de la meilleure verve morettienne qui est à la fois politique et drôle, justement. Je trouve ce garçon très drôle.
Je trouve qu'il parle de... Vous l'avez vu, non? Non. Je trouve qu'il parle de la fin du communisme, de la fin d'un certain type de cinéma, de la fin d'un couple, justement. On pourrait les mettre en quelconque parallèle avec Justine Triet, de la fin d'un couple et de cet homme qui vieillit et qui ne comprend pas non plus comment les choses évoluent. Il y a notamment une scène très drôle où il rencontre Netflix pour son prochain film, qui, à part lui répéter qu'ils sont vus dans 190 pays, ils n'ont pas grand-chose comme argument à lui dire, sauf qu'il manque d'une scène what the fuck dans son scénario, qu'il faudrait un petit peu plus de péripéties, mais voilà. En tout cas, ce gap qu'il y a entre un certain type de cinéma qui défend, notamment le néo-réalisme italien, et puis tout ce qui est son cinéma à lui, et le cinéma qui évolue, et je le trouve... je trouve que c'est des films souvent qui n'ont l'air de rien. C'est pas un grand plasticien, mais sur ce que ça raconte, il me touche toujours très fort. Je ne sais pas s'il sera toujours à l'affiche le temps que le podcast sorte. Il est quand même là depuis déjà 5-6 semaines, mais en VOD. Il solde l'avenir vers un avenir radieux. Et donc c'est la veine autofiction de Nanni Moretti et pas celle purement fictionnelle. Et c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Moi je trouve que la veine autofiction de Nanni Moretti est la pire. C'est celle pour moi où il montre tout son aspect vieux con. Vieux con, mais non, mais il joue complètement avec son image là dans ce film. Moi j'ai un souvenir assez horrible de journal intime où à un moment il convoque un critique de cinéma parce qu'il a fait un éloge du film de Harry Potter de Serial Killer de John McNaughton. Et il lui fait peser dessus toute l'obscénité de la représentation de la violence au cinéma. Il le refait exactement ici. Ouais, mais je veux dire, pour moi, c'est des discours d'arrière-garde. En plus, en parlant de ce film-là, franchement, si tu voulais dénoncer la violence au cinéma, tu prenais un autre film que Harry Potter d'un serial killer pour lui taper dessus. C'est que pour moi, il est vraiment pour moi dans des marottes. Et pour moi, j'aime beaucoup La Chambre du Fils, ces films de fiction. Ah, t'appelles pas, ok. Ces films d'autofiction, journal intime, je trouve, c'est vraiment des films de vieux monsieur. Je croyais que tu mettais La Chambre du Fils dans ses autofictions, puisque je crois qu'il y est touché quelque part par l'histoire. Mais par contre, ce que je voulais dire une dernière chose là-dessus, oui, je disais que c'était la meilleure pour moi, dans le sens où j'ai vu Trepiani il y a 2-3 ans, et que je l'ai trouvé plutôt raté. Et là, on sent que ça part de lui, tout simplement. Mais chacun son avis, n'est-ce pas? Mais Manu, quel est ton conseil? Moi, c'est un conseil qui a un vague lien avec la Palme d'Or de cette année, puisque c'est un documentaire, du moins qui a été diffusé à la télévision, qui n'est pas sorti en salle, qui s'appelle Commissariat central de Moscou Lévy Boukho, et qui a servi d'inspiration au film d'Arnaud Desplechin, Roubaix une lumière, dont je crois Olivier avait parlé, et qui a dans un de ses rôles principaux l'avocat du film de Justine Triet, donc Antoine Reynard. Et pour moi, c'est un docu extrêmement intéressant, tout simplement parce qu'il est vraiment à mettre en parallèle avec le film de Desplechin et de voir comment toutes les scènes de commissariat, d'interrogatoire sont les choix du documentaire, d'épure, etc., par moments nécessités par les conditions de tournage, sont souvent bien plus payantes que le découpage en lui-même de ces mêmes interrogatoires dans le film de Desplechin. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment un cas d'école qui devrait être enseigné, entre guillemets, de mettre en parallèle ces deux films-là, de voir comment des actrices aussi s'emparent de personnages de fiction qui ont été largement documentés, toute la problématique qu'il en est de quelquefois de s'approprier, qu'il y a peut-être une notion de dépossession, de voir notamment une actrice assez bourgeoise jouer la prolo de manière assez caricaturale, et que ça pose des questions, je pense, éthiques sur la manière de représenter certains récits. C'est vraiment une leçon de mise en scène sur comment traiter un même sujet, un documentaire qui est tellement hallucinant dans ce qu'il te montre, qui te donne à voir, qu'il en devient presque de la fiction. Et là où de la fiction, tout d'un coup, n'arrive jamais à te faire croire à son statut de fiction. Très bien, merci Manu. Et il est visible où ça, ce film? Il est visible sur YouTube, je pense, parce que tout simplement, il y a des soucis, typiquement, je pense, liés à l'affaire judiciaire dont traite le documentaire, donc je ne pense pas qu'il existe d'offre légale. Il est peut-être encore diffusé, peut-être sur Arte Vidéo qui peut-être le reprend, mais voilà, je vous conseille vivement et surtout à le voir en parallèle avec le film de Desplechin. Très bien, merci Manu. Alors,
Je vais finir en disant qu'il y a beaucoup de cinéma japonais à voir à Bruxelles ces temps-ci, puisqu'il y a une rétrospective Imamura à la Cinémathèque encore jusque début novembre. Donc vous pourrez voir, je pense que les premiers films de sa filmo ont déjà été diffusés, mais que vous pourrez encore voir plutôt la fin de la filmo encore tout le long du mois d'octobre. Et jusque début octobre, il y a 4 films de Shinya Tsukamoto à flager, donc qui sont parmi ses plus fameux, en tout cas ceux qui l'ont fait connaître de ce côté-ci du globe. Voilà, et puis petit mot sur le syndrome des amours passés de Raphaël Balboni et Anne Siro. Charmante comédie romantique et qui, contrairement au film de Justine Triet, est thématiquement extrêmement bien tenu, qui va jusqu'au bout de son concept et jusqu'au bout de son idée, et qui est résolument tourné vers en tout cas une vision, on va dire post-MeToo. Post-MeToo, oui. Non, c'est pas vraiment post-MeToo, mais bon, en tout cas, une vision un peu plus plurielle de l'amour et de comment faire famille, voilà. Et avec un excellent Lazare Gousseau, le film est volontiers très drôle, voilà. Donc, petit clin d'œil corporate, mais quand même, ça vaut le coup, je ne regrette pas ce conseil. Merci. Toi, c'est Julien. Merci. Moi, c'est Julien, ouais. Et toi, c'est Manu. Merci, Manu. Merci à toi. Une excellente fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Acast, nous sommes sur Podcast Addict, nous sommes sur Apple Podcast, nous sommes sur plein de podcasts, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram. Likez-nous, haïssez-nous, balancez-nous des horreurs. En plus, sur notre chaîne YouTube, il y a aussi des vidéos qui sont mises en ligne. Il y a plein de contenus différents, des contenus différents, on est là, toujours en vie, et on est impatient d'avoir vos retours. Merci à tous de votre écoute, ciao.